Merci, bonjour à tous. Donc, je vais essayer de vous parler de la loi de Moore, du double point de vue qui a été choisi pour ces journées, puisque la loi de Moore, c'est à la fois une technique d'anticipation, c'est l'invention de l'anticipation par roadmap ou feuille de route, qu'on retrouve aujourd'hui dans tous les grands domaines d'innovation, et qui consiste à articuler une vision du futur et un chemin d'action pour réaliser cette vision. Et par ailleurs, la loi de Moore est considérée comme une anticipation qui aurait réussi à prédire avec succès, dès les années 60, le développement de la microélectronique actuelle, c'est-à-dire cette infrastructure omniprésente dans ce qu'on appelle aujourd'hui le numérique. Donc voilà, je vais vous parler en fait d'une technique d'anticipation qui anticipe des techniques. Alors, anticipation, en quel sens? Évidemment, ce sera toute la question. Je ne suis pas sûr de savoir complètement y répondre, mais en vous racontant l'histoire de la loi de Moore, j'espère réussir à ouvrir un petit peu cette boîte noire de l'anticipation par roadmap et à donner à voir la fabrique un petit peu de cette success story. Alors de quoi s'agit-il? Bon, je pense qu'en université de technologie, vous êtes tous plus ou moins familiers de ce que c'est. Donc il s'agit d'une loi d'évolution exponentielle qui décrit la croissance en complexité du matériel informatique, et elle a été formulée en 1965 par un certain Gordon Moore. Alors, quelques éléments biographiques rapides. Moore, il sort de Caltech avec une thèse de chimie en 1954. Il travaille ensuite au laboratoire de William Shockley, qui était un des inventeurs du transistor pendant la guerre, qui était un laboratoire prestigieux en semi-conducteurs. Il claque la porte très vite en 1957 avec d'autres que Shockley a surnommés les 8 traîtres. Et donc ces 8 traîtres, dont Moore, fonde Fairchild Semiconductors, petite entreprise qui développe des transistors alternatifs, c'est-à-dire au silicium, pour l'armée, en gros pour des applications en avionique. L'avionique, c'est comme ça qu'on appelait l'électronique miniaturisée, afin d'être embarquée dans des engins volants. En 1958, Fairchild commercialise les premiers circuits intégrés, toujours pour l'avionique. En 1965, Moore donc conjecture ce qui allait devenir la loi de Moore, et en 1968, il quitte Fairchild avec Robert Noyce pour fonder Intel, dont le nom, il est bon de rappeler que le nom signifie Integrated Electronics. Et Intel devient en quelques décennies le fabricant leader de puces. Donc aujourd'hui, le bonhomme a 90 ans. C'est une des, je sais plus, 180 plus grosses fortunes personnelles du monde. Et il a même une espèce de petite chouette. Oh non, je ne l'ai pas. Ah si, elle est là. Une espèce de petite chouette du Brésil qui a été nommée en son honneur Chevêchette des Moore, parce que le couple Moore a beaucoup donné pour la protection de la forêt amazonienne. Bon. Alors, la loi de Moore, il faut la prendre comme elle se présente. Elle se présente d'abord sous forme de graphes. C'est des graphes qui nous montrent une certaine quantité multipliée par un facteur constant à intervalles de temps réguliers. Ici, par exemple, cette quantité, c'est le nombre de transistors, vous voyez rien, le nombre de transistors par microprocesseur, dont on voit qu'il double tous les 2 ans environ. Donc ça, c'est une des formulations qui est considérée comme classique ou comme correcte de la loi de Moore, bien que ce ne soit pas la première formulation, comme on le verra. Alors ici, c'est la finesse de gravure, c'est-à-dire la largeur de grille des transistors, qui est 30% plus petite tous les 2 ans environ. Ici, la vitesse de calcul en flops, multipliée par 10 tous les 3 ans en moyenne. Ça, c'est la performance en millions d'instructions par seconde qui double tous les 7 ans environ. Pour les aspects économiques, ici, c'est le prix moyen du transistor, divisé par 10 tous les 5 ans. Le nombre de transistors commercialisés multiplié par 10 tous les 2 ans. Et enfin, les revenus mondiaux cumulés de l'industrie des semi-conducteurs, multipliés, grosso modo, par 10 tous les 10 ans. Donc, tous ces graphes célèbrent la victoire d'un modèle industriel basé sur le less is more, obtenir toujours plus
avec toujours moins. Et ainsi, selon une publicité d'Intel, si la loi de Moore était applicable en avion, au vol en avion, un Paris-New York coûterait aujourd'hui $1 et durerait un quart de seconde. Donc aujourd'hui, la loi de Moore, il n'est pas aisé, pas facile de la définir parce que c'est un peu tout ça. Toutes ces formulations, elles se sont emberlificotées au cours du temps pour donner ce grand mix de l'exponentiel. Quelque chose double ou quelque chose est multiplié par 10. La puissance, la vitesse, la taille de quoi, on ne sait plus trop. Par exemple, ça c'est une image qui est produite par le futurologue Ray Kurzweil, qui prend en compte non pas la taille des transistors, mais celle des ordinateurs, depuis la machine analytique de Charles Babbage en 1834. Et pour des gens comme Kurzweil et les transhumanistes, la loi de Moore, en fait, est un exemple parmi d'autres, et un exemple facilement mesurable d'accélération de la vitesse du progrès technologique qui nous mènera inévitablement, selon eux, à la singularité, ce grand moment d'épiphanie où l'intelligence artificielle est censée dépasser l'intelligence humaine. Bon. Alors Moore, lui, tout ça, ça le fait bien marrer, et c'est le premier à tourner en dérision les usages abusifs qu'on fait de sa loi. Je traduis. La loi de Moore est devenue le nom donné à tout ce qui change exponentiellement. Ben voyons, si Gore a inventé Internet, moi, j'ai inventé l'exponentiel. Donc la loi de Moore, aujourd'hui, on lui fait dire un peu n'importe quoi, et c'est quelque part la rançon de son succès. Mais je dirais que ce grand n'importe quoi, quelque part, il fait partie du mode d'existence de la loi de Moore, parce que cette loi de Moore, elle sert d'abord à nous en mettre plein la vue. Pourquoi ? Parce que c'est un petit peu l'exemple paradigmatique d'une croissance exponentielle. Elle est prise, elle est commentée à ce titre, comme disent les économistes, comme constituant un laboratoire de croissance endogène, disent-ils. Donc c'est fréquemment de ce point de vue-là que les économistes de l'innovation s'intéressent à la loi de Moore. Et donc, c'est quelque chose qui les fascine. Croissance endogène, croissance exponentielle, c'est en effet un phénomène qui frappe l'imagination, puisque ça évoque tout un registre vitaliste, le vivant, la croissance cellulaire, une évolution qui s'auto-amplifierait. Et ça suggère aussi un déterminisme autonome et intrinsèque de l'évolution des techniques. Un autre aspect aussi de l'évolution exponentielle, ce concept de croissance exponentielle, ça mobilise le présent. Ça mobilise, ça inscrit le présent dans un futur inéluctable, et ça l'enrôle dans ce qui est présenté comme étant un peu le sens de l'histoire, le sens unique de l'histoire. Voilà. Donc ça, c'est le côté un peu, fascinant de ce phénomène de croissance exponentielle. Et en même temps, il faut bien dire que aujourd'hui, c'est de l'ordre de la banalité absolue. C'est tout ce dans quoi on baigne, la diffusion virale des idées sur les réseaux sociaux, le marketing viral, etc. Et c'est tout ce qui est de l'ordre de l'accélération du temps social dont on parle tant aujourd'hui. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que ce schéma de croissance exponentielle, c'est une idée présentiste, au sens où ça inscrit le présent dans un futur, mais en même temps, ce futur est irreprésentable, il tend vers l'infini, il a quelque chose d'absurde. Et donc, ça nous situe comme allant vers ce futur, mais tout en restant, en retenant le plus possible le présent. Il faut que ça continue. Il ne faut pas laisser passer le présent. Bref, je dirais que l'exponentiel, c'est pour ça que c'est une sorte de totem aujourd'hui, c'est que c'est la forme majoritaire, quelque part, que nos sociétés donnent au temps. C'est le régime de temporalité qui nous domine. Alors évidemment,
les questions qu'on pose le plus souvent à la loi de Moore, c'est est-ce que ça va continuer? Comment faire pour que ça continue? Et où cela va-t-il nous mener? Or, depuis un certain temps, on entend dire que la loi de Moore atteindra ses limites dans un futur proche. Alors 2025, au dernier dire de M. Moore, puisqu'on ne peut pas miniaturiser indéfiniment, et au bout d'un moment, on va buter contre un mur. Ce mur, il est connu, il est nommé sous le nom de mur de Moore, et il est aussi appelé mur de briques, parce qu'on y distingue plusieurs briques, dont chacune correspond à un verrou technologique. Donc je passe sur chacune des briques pour dire simplement que quand même la brique ultime, c'est la taille des atomes, que a priori, vous ne pouvez pas miniaturiser. Bon, quoique. Donc les lois de la physique mettront un terme, dit-on, à la loi de Moore. Sauf que, oui, ça c'est pour le mur des atomes, sauf que derrière le mur, des propositions dites exotiques ou radicales sont identifiées, sont projetées, qui viendraient par exemple des nanotechnologies, de l'ordinateur quantique. Et donc, l'idée des nanotechnologies, c'est que, au lieu de miniaturiser les briques, bien, prenons directement les atomes et les molécules comme briques de construction pour faire des composants électroniques. Et en effet, quand on s'intéresse aux objectifs des nanos pour l'électronique, on voit qu'il s'agit de... Alors j'ai récolté comme ça quelques titres d'articles sur Internet. Il s'agit de continuer, d'étendre la loi de Moore, de la sauver, voire même de la transcender, de la rajeunir, de lui donner une nouvelle vie, etc. Bref, il faut que d'une manière ou d'une autre, ça continue. Et donc c'est la mission que se donnent les nanos, par exemple, pour l'électronique. Il faut que ça continue, mais sur la manière dont ça pourrait ou dont ça devrait continuer, les discours divergent. Certains affirment que quelque chose venant, donc, par exemple, des nanotechnologies, remplacera le silicium. La nanoélectronique se présente alors comme la vie après la mort de la microélectronique, c'est la lumière au bout du tunnel, la survie de la loi de Moore dans une autre vie. Et en ce moment, là, le matériau hype que j'ai affiché ici, c'est le graphène. Le feuillet individuel de pur carbone, même si ça supposerait de tout changer, notamment parce qu'il n'a pas de gap, donc ça supposerait de refaire de l'analogique. D'autres affirment, autre type de discours, que toutes ces innovations permettront de repousser, postpone, ou d'abaisser le mur, scaling the wall, en procédant en quelque sorte brique par brique, de manière incrémentale, sans toucher aux fondations. Et donc cette rénovation préservera les structures porteuses de la maison, c'est-à-dire la technologie silicium, et ainsi la loi de Moore sera sauvée. Enfin, d'autres affirment que l'électronique silicium continuera indéfiniment sur la route de la miniaturisation, qu'il n'y a en fait pas vraiment de mur, ou plutôt qu'il y en a toujours eu, mais que l'industrie a toujours su le surmonter et qu'il n'y a pas de raison pour que ça s'arrête. Selon ce discours, qui est souvent celui d'Intel à chaque sortie d'un nouveau microprocesseur, la seule nanotechnologie valable à l'échelle industrielle, c'est la microélectronique silicium. Et éventuellement, les innovations issues des nanos ou d'autres technologies apporteront des petits plus, mais qui ne feront que confirmer la suprématie du modèle dominant. Comme le dit un ancien vice-président du groupe Intel, « We see no end in sight », je traduis la citation, « La loi de Moore, c'est comme conduire la nuit dans le brouillard. Jusqu'où peut-on voir? Est-ce que la route s'arrête après 100 mètres? On pensait qu'il y avait des limites physiques et maintenant nous parlons ordinairement de descendre à 10 nanomètres. On travaille sur de nouvelles structures de transistors. Le silicium est devenu support pour tout le reste du tableau périodique. We see no end in sight. » Ou encore, comme le dit Gordon Moore lui-même, « No exponential is forever, but we can delay forever ». Nous pouvons, aucun exponentiel ne dure toujours, mais nous pouvons en repousser le terme pour toujours. Une formule terrible, et il faut reconnaître qu'il a le sens
de la formule, mais cette phrase, elle dit très bien le présentisme de la loi de Moore, c'est-à-dire cette manière de parler du futur, mais en même temps, pas vraiment, c'est-à-dire de parler du présent, c'est-à-dire de réduire le futur à la continuation du présent, qu'on essaye de retenir le plus longtemps. Alors, ces trois discours, ces trois prophéties sur les différents futurs de la loi de Moore partagent cependant un certain nombre de présupposés communs, à savoir qu'il existe une loi, la loi de Moore, formulée en 65, qui, d'une part, se serait constamment vérifiée et qui serait donc un énoncé vrai sur un processus d'évolution technique, et d'autre part, cette loi fonde une obligation, puisqu'il faut, d'une manière ou d'une autre, la continuer. On voit aussi que tous ces discours ont en commun de jouer sur l'ambiguïté du terme de loi, en mélangeant deux registres, un registre, disons, scientifique, à savoir la loi comme description d'une tendance qui fonde éventuellement une prédiction, et un registre qu'on pourrait dire moral ou politique, à savoir la loi comme commandement, qui fonde une obligation et une infraction possible. Alors qu'en est-il? En quel sens la loi de Moore est-elle une loi? Pour le savoir, je vous propose de nous intéresser à la première formulation de Moore en 1965. Et l'idée que je défendrai, c'est que, initialement, en 1965, la loi de Moore n'était pas une loi, ni dans un sens, ni dans l'autre. Alors l'article de 65 paraît dans une revue qui s'appelle Electronics. Il est intitulé « Cramming more components onto integrated circuits », ce qui veut dire littéralement « caser plus de composants sur des circuits intégrés ». Et dans cet article, Moore affirme, je cite, en français, « La complexité en fonction du coût minimum par composant a augmenté à la vitesse d'un facteur 2 par an approximativement. » Ça, c'est la première formulation de ce qui allait devenir la loi de Moore. Alors, premier point de commentaire sur cette formule, le fameux facteur 2, le fait que ça double régulièrement, tous ceux qui travaillaient à l'époque dans le domaine des semi-conducteurs, dans la Silicon Valley, le savaient, tout simplement parce que c'était des petits fabricants, et ils entretenaient entre eux des rapports d'émulation. Donc ils se montraient les uns aux autres ce qu'ils savaient faire, ils comparaient leurs circuits et leur degré de complexité. Et donc, c'est pas du tout, en 65, c'est pas du tout le constat selon lequel ça double qui fait l'originalité de l'article de Moore. Ce qui fait l'originalité de cet article, c'est plutôt la manière par laquelle Moore combine étroitement des considérations technologiques et des considérations économiques. Donc c'est ce que je vais essayer d'expliquer. Et pour comprendre cet énoncé, donc cet énoncé que ni Moore ni personne n'appelle loi, il faut expliquer 4 points. Alors les points 1, 3 et 4 sont d'ordre, disons, technologique, et le second est plutôt d'ordre économique. Premièrement, il faut dire ce que c'est que l'intégration. L'article de 65 commence par affirmer, je cite, c'est la première phrase, « Le futur de l'électronique intégrée est le futur de l'électronique elle-même ». Donc cet article, c'est un manifeste pour l'intégration. Alors qu'est-ce que c'est? L'intégration, eh bien, ça consiste à prendre tout ce qui fait un circuit électronique. Vous avez des transistors, des diodes, des condensateurs, des résistances, pour l'intégrer, c'est-à-dire faire tenir tout ça dans un seul bloc de cristal semi-conducteur. Donc, un circuit intégré, c'est plus un circuit qui relie des composants séparés, mais c'est une unité matérielle qui donc intègre l'aspect circuit et l'aspect composant. Et ça relève typiquement d'un processus de concrétisation à la Simondon, c'est-à-dire qu'on n'a plus des fonctions séparées
qui seraient incarnées dans la matière et assemblées extérieurement les unes aux autres, mais on a un matériau qui est constitué directement dans sa structure physico-chimique comme un dispositif. Les premiers circuits intégrés sont réalisés en 1958 par Jack Kilby chez Texas Instruments. Il appelait ça le circuit solide, il était en germanium, mais c'était un prototype, une bidouille immonde, pas commercialisable. Et le second, qui sera très vite commercialisable, c'est la même année, donc chez Fairchild, le circuit unitaire, comme il l'appelait à l'époque chez Fairchild, par Robert Noyce. Et ce qui a été très important aussi, c'est le procédé planar de Jean Erny, qui est basé sur l'intégration fonctionnelle des couches oxydées du silicium. Les couches oxydées, au lieu d'être considérées comme des déchets, comme c'était le cas avant, sont intégrées, sont agencées dans le design du dispositif pour moduler la conductivité du matériau. En fait, ça permet de faire des couches isolantes. Donc au début des années 60, Fairchild maîtrise ce savoir-faire du circuit intégré planaire, mais la production reste artisanale. Et on cherche à la standardiser. Or, ce que explique Moore dans son article, c'est que la clé de la standardisation, de la batch production, comme ils disent, réside dans le fait de pousser la logique d'intégration. En effet, à l'époque, on produisait tel ou tel package, c'est-à-dire le produit fini, assemblé et prêt à être implanté dans une machine. Chaque package était produit sur un seul substrat de cristal de silicium et il était conçu pour telle ou telle application, telle ou telle machine, en fonction de la demande d'un client particulier. En général, c'était le militaire. Mais donc, ça faisait que les coûts de design, d'assemblage et de packaging étaient relativement élevés. Et donc, pour rendre ces coûts négligeables, Moore explique qu'il faut arriver à produire le plus possible de composants identiques intégrés sur un même substrat silicium. Et la solution qu'il préconise, et qui sera effectivement adoptée, va consister à produire d'abord des circuits intégrés identiques sur un même substrat, sur une même tranche de silicium, et ensuite seulement de les découper en petits bouts qu'on va combiner. Donc, par exemple, on aura un substrat sur lequel on va faire des processeurs, un autre sur lequel on va faire des mémoires, et ensuite seulement, on assemble et on package les composants déjà produits en masse sur des substrats différents. Et c'est ce qu'il dit dans cette citation. Il pourrait s'avérer bien plus économique de construire de grands systèmes incluant de plus petites fonctions, lesquelles seraient packagées et interconnectées séparément. D'où la possibilité de baser les profits sur des économies d'échelle. Et ça, c'est donc le deuxième point. Alors, faire des économies d'échelle, c'est produire davantage pour une quantité de facteurs de production donnés. Et ça a pour conséquence une baisse du coût de production moyen de l'unité produite. En jargon économique, on dit que le coût marginal tend vers zéro. Et donc l'idée de Moore, c'est non seulement de faire des économies d'échelle en termes de coût de production, mais c'est de fonder le profit sur un rendement d'échelle qui serait toujours croissant. Or, normalement, en économie, ça ne marche pas vraiment comme ça. Le rendement d'échelle, il fournit en principe un indicateur sur la taille optimale que doit avoir une entreprise pour maximiser son efficience économique. Il est croissant, ce rendement, pour de petits volumes. Ensuite, il atteint un optimum, après quoi il décroît. Parce qu'au-delà d'un certain volume de production, statistiquement, on fait plus d'erreurs, de gaspillage, les machines s'usent, on perd du temps et de l'argent. C'est la loi des rendements décroissants. Et donc, sur quoi fonder cet hypothétique rendement d'échelle croissant? Les points 3 et 4 sont la réponse à cette question. Il va falloir, donc le point 3, il va falloir trouver des moyens de passer régulièrement à une nouvelle échelle d'intégration. Il va falloir provoquer des ruptures d'échelle. Alors, en 65, Moore, il ne dit pas comment. Il dit qu'il faudra innover dans la logique de l'intégration, pousser plus loin l'intégration.
Mais c'est ce qui va devenir possible ensuite, un peu plus tard, avec l'invention du premier microprocesseur par Intel. Donc, Intel Integrated Electronics, c'est cette entreprise qui est cofondée par Moore et par Noyce en 1968, dans le but, je cite ici Noyce, de faire de l'intégration à grande échelle des circuits microélectroniques une réalité. Et donc en 1971, l'entreprise produit le premier microprocesseur, l'Intel 4004. Et il faut bien comprendre ce que c'est qu'un microprocesseur. Enfin, moi, j'ai dû l'apprendre. Ce n'est pas juste un processeur, donc un CPU, une unité centrale de traitement. Ce n'est pas juste un processeur qui est plus petit, mais c'est un processeur dont tous les composants, qui tenaient avant chacun sur un circuit intégré différent, vont désormais tenir sur un unique circuit intégré. Donc c'est en quelque sorte un circuit intégré de circuit intégré. Et on voit bien que c'est une manière de pousser ce processus d'intégration à une nouvelle échelle d'organisation des dispositifs. Et donc, l'invention du microprocesseur va rendre possible, après coup, le modèle proposé par Moore, qui est un modèle dans lequel l'industriel anticipe le moment où le rendement d'échelle aurait tendance à baisser. Et donc, pendant ce temps, il fait de la recherche-développement. Et pof, au bon moment, il sort un nouveau microprocesseur avec une densité d'intégration accrue qui induit un nouveau cycle de rendement d'échelle croissant, à condition bien sûr de pouvoir l'écouler. D'où l'idée d'Intel, c'était aussi d'étendre le marché par-delà le militaire. Donc, quelque chose qu'il faut dire, c'est que quand on parle de miniaturisation, la miniaturisation, enfin moi je pense que la miniaturisation en soi n'avait rien d'une nécessité technique intrinsèque qui aurait été inscrite dans l'évolution de la technique. La miniaturisation, elle répondait au départ à une demande qui était celui de l'avionique. Il fallait miniaturiser les composants électroniques pour les embarquer dans des missiles ou des contrôleurs d'avion, des choses comme ça. Et ce qui a rendu la miniaturisation à la fois capable de progresser à long terme et d'être économiquement rentable, excusez-moi pour cette phrase pas très grammaticale, c'est vraiment la logique d'intégration. C'est vraiment l'intégration qui fait que la miniaturisation est techniquement et économiquement intéressante. Enfin, l'autre processus qui va permettre de maintenir ce fameux coût unitaire au plus bas quand il aurait tendance à remonter, c'est plus la miniaturisation cette fois-ci, c'est au contraire l'augmentation du diamètre du wafer. Donc le wafer, qu'on peut traduire par gaufrette, c'est cette fine tranche de cristal de silicium pur. Le cristal qu'on fait pousser est appelé le boule. Et donc c'est dans cette fine tranche que sont implantés les circuits intégrés. Et donc l'industrie des semi-conducteurs ne travaille pas seulement à réduire les dimensions des composants, elle cherche aussi à augmenter toujours plus la circonférence de la gaufrette, du wafer. Donc au départ, il faisait 2 pouces de diamètre, et on en est maintenant à 12 pouces. Et c'est très difficile, c'est un défi physico-chimique constant, parce qu'on ne fait pas croître à volonté un monocristal pur, comme ça. Il faut l'amener à son point de fusion, il faut contrôler le degré de pureté, etc., etc. L'ensemble des procédés qui aboutissent au wafer avec tous ces composants intégrés est extrêmement complexe. Ici, je n'ai affiché qu'un cartoon simplifié. Donc il y a près de 300 étapes avec des produits chimiques, beaucoup d'eau, des hautes températures, des gaz, de la lumière. Et le wafer, il incarne tellement, il condense tellement les efforts investis dans la R&D qu'il y a un petit rituel à chaque nouvelle sortie de microprocesseur, chaque nouvelle génération. Le wafer est brandi comme un trophée par un ouvrier en blouse dans une salle blanche. Et donc c'est vraiment les microprocesseurs qui sont prêts à venir inonder le marché d'une génération donnée de machines. Tous les éléments sont donc réunis
pour comprendre la première formulation de ce qui allait devenir la loi de Moore. Alors il faut bien noter qu'en 1965, le microprocesseur n'a pas encore été inventé, donc par conséquent il y a quand même une anticipation de Moore. Enfin, quand il énonce ce modèle, il ne se contente pas de constater des processus préexistants, mais il sélectionne dans la technique en devenir des potentialités telles qu'elles vont permettre de conjecturer un nouveau modèle économique, basé donc sur l'intégration. Et c'est pourquoi je préfère appeler la première formulation, celle de 65, conjecture de Moore plutôt que loi de Moore. Donc voici cette formulation, un peu laborieuse, mais je vous l'ai dit quand même. Parce qu'on ne lit jamais cet article, qui est pourtant cité 3 millions de fois. Bon. La complexité en fonction du coût minimum par composant a augmenté à la vitesse d'un facteur 2 par an approximativement, voire graphe, très important, j'en parlerai. À court terme, ce taux devrait certainement se maintenir, voire augmenter. À plus long terme, l'augmentation du taux est un peu plus incertaine, même s'il n'y a aucune raison de croire qu'il ne restera pas constant pendant au moins 10 ans. Cela signifie que d'ici 1975, le nombre de composants par circuit intégré, en fonction du coût minimum, sera de 65 000. Je crois qu'un circuit d'une telle taille peut être construit sur un seul wafer. Bon. Alors à la lettre, c'est un peu laborieux, c'est pas très éloquent. Mais ce qui est beaucoup plus parlant, c'est les graphes que Moore produit dans cet article. Il y a 2 graphes qu'il faut comprendre l'un par l'autre. Le premier, avec les courbes, il montre l'évolution du coût de production par composant pour chaque palier d'évolution de la technologie. En 1965, le coût minimum aurait été atteint pour 60 composants environ par circuit intégré, si on avait appliqué son modèle, c'est ça qu'il dit. Ensuite, la courbe s'inverse, donc elle remonte, donc ça veut dire que le rendement d'échelle décroît. Et ainsi de suite. En 70, le rendement d'échelle serait optimal pour 10 puissance 3 composants par circuit. Bref, ce graphe, c'est la proposition d'un modèle qui consiste premièrement à augmenter la densité d'intégration jusqu'au coût optimal, mais pas au-delà. Et deuxièmement, à échelonner dans le temps les ruptures d'échelle. C'est vraiment une scansion du temps. La production d'une figure du temps, d'un temps en échelle, un temps discrétisé. Et c'est cette discrétisation du temps, dans ce cas, qui constitue l'anticipation ici. Donc voilà, on va planifier dans le temps les ruptures d'échelle pour maintenir à chaque fois ce fameux rendement d'échelle constant au fil des générations successives de circuits intégrés. Voilà, le second graphe, bien, il trace l'évolution de la densité d'intégration des puces existantes depuis 5 ans. Alors en 65, Moore a ridiculement peu de données, il a juste 5 plots. Il y a le premier planar avec son unique transistor, le multigate device qui a moins de 10 composants, etc. Et le dernier, c'est un projet qui est à 60 composants. Et il calcule, avec vraiment, ça n'a aucune valeur statistique, avec vraiment peu de données, il calcule que grosso merdo, ça double en moyenne tous les ans. Bon. Il prolonge la tendance sur du papier quadrillé semi-logarithmique jusqu'en 75. Il calcule 2 puissance 16, ça fait 65 000. Alors, l'article ne parle pas de loi d'évolution, mais vraiment d'un modèle qu'il faut appliquer. Et donc, ça fait qu'à l'époque, certains préfèrent parler de suggestion de Moore. Il nous suggère un modèle de développement qu'il faudrait appliquer. Et donc, j'espère que vous avez compris, c'est que l'injonction, la suggestion, c'est de faire intervenir au bon moment les ruptures d'échelle pour maintenir le coût unitaire moyen au plus bas. Et donc voilà, toute l'habilité de Moore, c'est de nous faire voir en puissance une tendance qui est indexée sur ce coût minimum par composant, mais en 65, ce coût minimum, ce n'est pas un coût réel, puisqu'on n'a pas encore appliqué son modèle, c'est un coût idéal qui est déduit de l'application hypothétique de son modèle.
Voilà, et donc en prolongeant la courbe jusqu'en 75, Moore dit, voilà, si vous appliquez mon modèle, on va arriver à des composants super complexes, tout en générant beaucoup de profit. Voilà, donc cette conjecture de Moore de 65, c'est vraiment l'anticipation d'une économie qui serait contenue en puissance dans une technologie, ou du moins dans une certaine manière de faire jouer un principe technique qui est celui de l'intégration. Donc économie contenue en puissance dans une technologie, et vice-versa, l'anticipation d'une technologie future qui serait contenue en puissance dans ce modèle économique de développement. Et en effet, ça c'est une petite image qui est tirée de l'article de 65. En plus des aspects très techniques, il y a une vision marketing. Moore anticipe le marché de grande consommation des ordinateurs personnels, avec des usages domestiques, des ordinateurs qui tiendront dans la main, ce qui est quand même très fort, parce que en 65, les ordinateurs sont encore d'énormes machins pour des usages très ésotériques et spécialisés, militaires, scientifiques, administratifs. Et en 65, ils ne fonctionnent pas encore avec des circuits intégrés. Ils fonctionnent encore avec des tubes et des composants discrets. Donc Moore entendait formuler une économie nouvelle basée sur l'anticipation et la création d'une demande infinie, parce que ce serait une demande qui serait constamment recréée par l'offre à chaque nouvelle génération de microprocesseurs. Donc je pense qu'on peut dire que c'est un modèle de destruction créatrice à la Schumpeter, mais qui serait vraiment planifié. Alors à ce stade, deux questions. Quand et comment la conjecture de Moore a-t-elle été baptisée loi? Comment est-elle devenue une loi? Comment a-t-elle été considérée comme telle par les acteurs industriels? Et a-t-elle été vérifiée? Autrement dit, est-ce que ça a marché? Alors vous allez me dire, et puis tout le monde dit tout de suite, ben oui, ça a marché puisqu'on a tout ça. Mais c'est pas si simple. Alors Intel, dès la sortie du premier microprocesseur, met en œuvre le modèle de Moore. Et avec ce premier microprocesseur, oui, il y a un saut dans la densité d'intégration, mais c'est attendu, c'est normal, puisqu'on passe à une autre technologie. Mais très vite, en 1975, donc 10 ans plus tard, Moore revoit ses prédictions à la baisse. Alors il donne une conférence à l'IEEE, où il revient sur, donc c'est Institute of Electrical and Electronical Engineers, où il revient sur la conjecture qu'il a fait il y a 10 ans. Il explique que jusqu'ici, ça a à peu près suivi, avec notamment une nouvelle puce mémoire CCD qui fait presque les 65 000 composants qui étaient prévus en 65. Mais il explique que ça va ralentir. Bon, alors il explique pourquoi. Il y a un problème de distance minimale à respecter entre les électrodes, et donc un problème d'allocation de la place. Bon, il parle de problèmes sur les puces, il parle de problèmes de design. Bon, peu importe. Mais surtout, il affiche ce graphe qui montre que la cadence, elle va s'infléchir à partir de 75. Et sur cette nouvelle pente, il inscrit limite. Et il dit quelle sera cette cadence. La densité d'intégration devrait continuer à doubler, mais plus tous les ans, tous les 2 ans seulement en moyenne. Or, c'est à partir de cette conférence et de cette date qu'on commence, du moins dans les cercles spécialisés, à parler de loi de Moore. Bon, y compris pour désigner, après coup, la première formulation de 65, ce qui explique un peu qu'on s'en mêle les pinceaux. Alors, qui est-ce qui en parle en premier? C'est pas Moore lui-même, et en fait, on ne sait pas qui c'est. Donc, il y a des rumeurs, mais qui n'ont jamais été confirmées. Et donc, il y a vraiment une sorte de mystère. Et Moore lui-même a dit qu'il était le premier à avoir été surpris et que ça lui a pris 20 ans pour s'habituer à ce qu'on parle de loi de Moore. Mais ce que je trouve intéressant quand on prend 75 comme date de baptême de la loi de Moore,
Je trouve ça intéressant parce que ça signifie plusieurs choses. Premièrement, que le discours de la loi de Moore est contemporain du discours sur sa limite. Et je crois que ce n'est pas un hasard. La loi de Moore devient un enjeu quand sa limite devient un enjeu. Donc il n'y a pas d'abord la loi de Moore et puis ensuite le mur de Moore ou la limite qui menacerait de mettre un terme à la loi de Moore. Les deux sont simultanés et je crois qu'ils sont coproduits. Et tout ce discours sur les limites physiques, sur le mur de Moore, je crois qu'il permet en fait de faire monter les enchères et par là de renforcer la force d'injonction de la loi de Moore. Ça lui donne force de loi. Deuxièmement, dans cette deuxième formulation de la loi de Moore, qui est donc la première, j'espère que vous me suivez, les aspects économiques disparaissent. Ils sont complètement occultés. Exit le paramètre du coût minimum par composant. Les aspects, dans cet article, les aspects économie, réduction des coûts sont décrits comme de simples conséquences du progrès et non pas comme ce sur quoi le modèle est fondé. Autrement dit, donc j'interprète ça comme cela, si vous voulez, la loi de Moore acquiert force de loi par naturalisation de son contenu économique normatif et elle peut donc désormais être décrite comme une loi empirique. Et puis troisième aspect, c'est l'aspect de rétrospection, l'aspect d'après-coup. Avec la loi de Moore, en fait, paradoxalement, on est toujours dans l'après-coup, on est toujours dans la reformulation. Et donc moi, je dis ça comme ça, je dis que la loi de Moore, quelque part, n'a pas d'origine, elle est ce EST, elle est ce qu'elle devient rétrospectivement. Elle est en défaut d'origine, pour employer une expression dérido-stiglerienne. Et en même temps, dès qu'on dit défaut d'origine dénié, parce que dès qu'on dit la loi de Moore, eh bien, on fait comme si elle avait une origine. Et je crois que c'est cet aspect de défaut d'origine dénié. La dénégation, c'est à la fois reconnaître et nier ce que l'on reconnaît. Bon, c'est un processus décrit par Freud. C'est cet aspect de défaut d'origine dénié qui fait qu'elle apparaît, qu'elle s'impose comme une sorte de force anonyme, autonome de l'évolution technique. Continuons rapidement avec l'histoire ensuite de la loi de Moore. C'est vraiment l'histoire de ces remixes, de ces reformulations. Bon. Pendant les années 80, l'innovation majeure, c'est le multicouche. Grâce à cette technologie, la densité d'intégration continue à augmenter, mais le coût de fabrication des processeurs ne suit pas cette tendance en raison du surinvestissement dans cette nouvelle technologie. Et donc on va reformuler la loi dans les années 90 en termes de doublement de la vitesse des processeurs. Comme elle a augmenté plus rapidement que la densité, on estime que la vitesse fournit un meilleur indicateur de progrès. Sauf que ensuite, cette courbe d'augmentation de la vitesse, elle se ralentit, elle s'aplanit. Je crois qu'aujourd'hui, on n'arrive pas trop à dépasser quelque chose comme 4 GHz, et donc on revient aux critères de la densité, etc., etc. Et donc après, tout ça se mélange pour donner le grand mix dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors à ce stade, je peux déjà dire quelques mots sur le type d'anticipation que la loi de Moore n'est pas. Un des discours répandus sur la loi de Moore, c'est de dire que c'est une loi empirique d'évolution de la technologie. Donc quand on dit loi empirique, qu'est-ce qu'on veut dire? On veut dire que ce n'est pas les lois de Newton ou d'Einstein, ce n'est pas un modèle causal déterministe, c'est quelque chose de plus modeste, c'est une tendance qu'on observe, qu'on mesure après coup, et puis on prolonge cette tendance sous forme de conjecture, on procède inductivement, et on revient plus tard et on constate que ça s'est vérifié. Et en fait, derrière l'apparente modestie de cet énoncé, la loi de Moore est une loi empirique. En fait, on souligne implicitement le caractère un peu miraculeux, c'est-à-dire on ne sait pas pourquoi, mais par miracle, ça s'est toujours confirmé.
Donc la loi de Moore, c'est un truc vrai, c'est un énoncé vrai, on ne sait pas pourquoi. Donc vous voyez, il y a un mystère, comme s'il y avait un dieu dans le silicium, un élan vers la singularité, le point oméga, etc. Or, je crois qu'il faut dire que c'est faux. La loi de Moore n'est pas une loi empirique, parce que pour que je puisse dire P, l'énoncé P est une loi empirique, que je vérifie à T1, T2, T3, T4, etc., il faut que l'énoncé P reste le même. C'est le minimum. Si je dis P, après je dis Q, je dis R, mais je vous fais croire que c'est toujours P, bah vous avez le droit de me dire bah non, t'as changé de. C'est pas le truc que tu m'avais dit tout à l'heure. Bon, voilà. Donc, en fait, la loi de Moore, c'est un énoncé extrêmement flexible qui se modèle après coup sur l'évolution technique effective que cet énoncé était censé avoir anticipé. Bon, Moore le dit lui-même quand il s'est trompé, et c'est le premier à dire il ne faut pas tout le temps maintenir les mêmes prédictions, sinon on a l'air d'un bêta. Donc là, il s'était trompé sur la taille des wafers. Alors, il y a un autre discours, c'est souvent, ces discours ne font pas alternative, on dit les deux en même temps, que le discours suivant lequel la loi de Moore est une loi empirique, c'est le discours qui dit que c'est une prophétie autoréalisatrice, c'est-à-dire une tendance qui est énoncée par un leader influent et donc qui devient le point de référence des acteurs qui effectivement la rendent effective, comme le dit Moore lui-même. Qu'en est-il ? C'est là qu'il faut parler très vite, mais c'est très important, du rôle d'orchestration que joue depuis, alors pas depuis le début, mais depuis le début des années 90, une institution qui était d'abord états-unienne et ensuite internationale, qui est l'ITRS, International Technology Roadmap for Semiconductors. C'est donc un consortium qui réunit à échéance régulière les grosses entreprises des semi-conducteurs pour écrire la roadmap. Et ensuite, toute la R&D en semi-conducteurs, tous les départements doivent s'aligner sur la roadmap et réaliser ses objectifs. Donc la roadmap fixe le cadre international d'une compétition négociée et organisée. Ça ressemble à ça c'est la première, ça c'est celle de 94, celle de la NTRS, National Roadmap blablabla, quand le consortium était encore états-unien et national, parce que le grand ennemi c'était la concurrence nippone, et donc c'était une question de sécurité nationale, etc., etc. Et donc ça ressemble, c'est un cahier des charges en fait. Donc là, on n'est plus dans les grandes promesses extrêmement virulentes des Kurzweil et compagnie. On est vraiment dans une fabrique négociée, collective de promesses qui est silencieuse. Et puis ensuite, ce qu'on peut dire, c'est que la loi de Moore, l'énoncé de la loi de Moore, c'est un petit peu un résumé qui englobe toutes ces micro-anticipations et qui les condense en quelque sorte. Alors cette roadmap, quand les acteurs se sont mis d'accord dessus, ils devaient réaliser les objectifs pour 3 ans. Ça a été un succès, c'est-à-dire qu'ils l'ont fait en 2 ans. Les syndicats ont gueulé parce qu'ils faisaient les 3-8, etc. Mais c'est pas grave, parce qu'ils ont obtenu que ce soit plus le gouvernement, parce qu'au départ c'était financé par le gouvernement qui dicte les objectifs, avec des spécialistes de l'industrie, mais que ce soit les acteurs eux-mêmes, donc probablement avec les syndicats. Et donc ils ont tenu sur les 2 ans, ils ont décidé tous les 2 ans, qui est donc le rythme de la loi de Moore de 75, de produire une nouvelle roadmap. Donc en fait, c'est là que l'alliance, le mariage, si vous voulez, de la roadmap et de la loi de Moore s'est scellé. Alors, donc, est-ce que la loi de Moore est un énoncé, est-ce que c'est une prophétie autoréalisatrice ? Je dirais non. Donc, je veux bien qu'on dise qu'il y a quelque chose de performatif, c'est-à-dire que les industriels s'organisent de manière extrêmement planifiée pour réaliser ce qu'ils ont fixé ensemble. Mais si vous voulez, dans l'expression prophétie autoréalisatrice, ce qui ne va pas, c'est le auto. C'est pas du tout auto, c'est très planifié, etc., etc. Et puis, pour savoir si c'est une prophétie autoréalisatrice, l'idée étant que plus c'est populaire, plus les gens en parlent, plus ça s'amplifie. Bon, il faut savoir aussi, il faut se demander quand est-ce
en fait, la loi de Moore, elle est vraiment, on en parle, quand est-ce qu'elle est célébrée en dehors, dans la presse populaire, dans les médias, etc., en dehors des cercles purement spécialisés. Or, c'est extrêmement tardif. C'est les années 90, avec le triomphe d'Intel pour les puces, pour les ordinateurs, les PC, les ordinateurs personnels. Et donc, la popularité de la loi de Moore est extrêmement tardive. Bon, j'ai trouvé des études scientométriques qui le montrent. Hop, j'ai fait un petit Google Ngram qui le confirme pour les bouquins. Et ce qu'on peut même dire, c'est que finalement, la loi de Moore, c'est un peu exagéré, mais j'aime bien le dire parce que c'est abusé, la loi de Moore est moins contemporaine de l'essor de la microélectronique que de l'essor des grandes initiatives en nanotechnologie, puisque dans toutes les cérémonies officielles de lancement, de financement des grandes initiatives en nano, en fait, Gordon Moore est invité et on l'a un petit peu décongelé, avec tout le respect que j'ai pour lui, c'est un personnage que je trouve extrêmement sympathique, on l'a un peu décongelé pour qu'il serve de caution industrielle aux nanotechnologies, parce que bon, si les industriels n'y croient pas, c'est voilà. Donc, ce succès de la loi de Moore, il est non seulement rétrospectif, c'est ce que j'ai montré, mais je dirais également quelque chose d'encore pire, c'est que c'est un succès qui est posthume. Je veux dire que cette anticipation, elle est justement célébrée, validée en quelque sorte, au moment où ça ne marche plus, au moment où elle ne performe plus la réalité. Pourquoi ? Alors, je ne parle pas ici des limites physiques, même si je pense que ça existe vraiment, et que les atomes même existent, mais simplement, ça, à mon avis, ça contraint indirectement les possibles. Et en fait, ces limites physiques, elles sont là depuis le début, et en R&D, ils ont toujours trouvé un moyen de les contourner. Bon, ça fait monter les enchères, en quelque sorte, ça stimule la R&D. En fait, ce qui est vraiment fini, c'est le modèle du rendement d'échelle croissant. Le coût idéal sur lequel était fondé le modèle, avant, ça pouvait fournir une bonne approximation du coût réel, mais ce n'est plus le cas. Pourquoi ? Parce que ce paramètre devient insignifiant devant les économies qu'on peut faire en délocalisant la main-d'œuvre et l'impôt. Et deuxièmement, parce que le coût des unités de production, des fabs, lui, il croît de manière exponentielle. Et ça a donné lieu à la formulation d'une loi dite de Rock, du nom d'Arthur Rock, un business angel de la Silicon Valley, qui a calculé l'augmentation des coûts. À tel point qu'il y a une véritable hécatombe parmi les entreprises qui fondent encore les semi-conducteurs. Il y en a aujourd'hui 5 qui tiennent le coup, donc il y a aux deux sens du terme, donc il y a un effet goulot d'étranglement. Et ensuite, il y a une remise en question aujourd'hui de quelque chose qui était tenu pour acquis avant dans ce secteur, qui est l'absence de trade-off. C'est-à-dire qu'on a longtemps dit que, en matière de microélectronique, tous les critères d'un bon design, densité, petitesse, vitesse, puissance, consommation, coût, etc., se renforcent mutuellement. Ils ne sont pas en concurrence. Plus c'est petit, plus c'est rapide, plus c'est efficient, plus on gagne de l'argent, etc. Or, aujourd'hui, c'est faux. Et par exemple, depuis 2005, on sait qu'on a passé le mur de la puissance, the power wall. Avant, la performance était indépendante du rendement énergétique, mais jusqu'à un certain seuil qui a été atteint où ça commence à chauffer. Évidemment, la chaleur, c'est l'ennemi des ordinateurs, c'est horrible pour eux, ça perturbe le fonctionnement des transistors, etc., etc. Donc ça, c'est un aspect qui fait qu'on est obligé de négocier maintenant, donc de faire des trade-offs entre vitesse et performance énergétique, par exemple. D'autant plus qu'on est, nous, utilisateurs, usagers, de plus en plus sensibles à ça, donc cette obsolescence plus ou moins planifiée et ses impacts sociaux et écologiques. Or, force est de constater que la loi de Moore, c'est quand même un modèle je ne vais pas dire d'obsolescence programmée, parce qu'on peut critiquer ce concept, mais disons un modèle de déclassement planifié de génération de machines. C'est-à-dire on anticipe le moment où votre machine, même si elle est bien, elle devra être déclassée par une nouvelle machine qui sera encore plus performante. Or,
si on est sensible à cet aspect aujourd'hui, je crois que ce n'est pas seulement par humanitarisme, mais c'est parce que quand on a une bonne machine qui marche bien, parce que les performances objectivement sont très bonnes aujourd'hui, on préfère la garder le plus longtemps possible et ne pas la remplacer par une machine qui sera plus performante dans 2 ans, juste parce que la loi de Moore le dit. Donc la loi de Moore ne fait plus la loi sur la fiche technique, et sur cette fiche technique, on est aussi attentif, par exemple aux performances énergétiques d'un ordinateur, parce qu'on sait tout simplement qu'une machine qui est conçue pour moins chauffer, elle va durer, potentiellement elle sera plus durable, on va la garder plus longtemps. Ces aspects sont-ils pris en compte par la roadmap? Oui et non. Et c'est assez intéressant, je finis vraiment dans 2 minutes, de constater l'évolution du discours sur la loi de Moore dans les documents officiels de l'ITRS. Dans les années 90, le slogan, le mot d'ordre, c'était « établir la loi de Moore », établir au double sens d'institutionnaliser, establish, et de valider la loi de Moore. En 98, c'était « mort Moore ». Ça a aussi 2 sens, à mon avis, il faut intensifier, et en même temps, on internationalise, c'est la fin de la séparation des 2 blocs, etc. L'ITRS devient un consortium international. Depuis 2007, il y a un infléchissement du discours, de la foi en la loi de Moore, puisque le more Moore est combiné avec du more than Moore, c'est-à-dire que pour convaincre les financeurs, etc., la loi de Moore ne suffit plus. Bon, il y a l'aspect du changement aussi de la gouvernance des entreprises avec les comités d'actionnaires, qui est très important, et il faut leur vendre des usages, pas juste du technologie push. Donc, dans le discours de l'ITRS, dans les rapports officiels, ce serait bien expliqué, more Moore, c'est la culture traditionnelle de l'industrie des semi-conducteurs, c'est technology push, et more than Moore, c'est market pull. Donc il s'agit de faire des scénarios d'usage sur des nouvelles technologies, par exemple pour la mobilité, pour la biologie, pour l'Internet des objets, pour les RFID, etc. Et puis on en fait des briques technologiques qu'on intègre dans le modèle. Bon. Et puis 2015, coup de semonce, Face No More, l'ITRS annonce qu'en 2016, ce sera sa dernière roadmap. Alors là, il y a plein d'articles qui sortent et qui disent la loi de Moore est morte, c'est fini, mais en même temps, on ne se laisse pas abattre. Ça veut dire que ça va devenir plus intéressant, il y aura des nouveaux designs, de nouveaux nanobidules, etc. Et donc, tout le monde monte au créneau, l'électronique, moléculaire, l'ordinateur quantique, les mémoires à ADN, etc. Sauf que, en 2017, est créé un nouveau consortium, l'IDRS, qui signifie International Roadmap for Devices and Systems, à travers une initiative de l'I3A qui est intitulée Rebooting Computing, et c'est reparti comme en 40, et c'est toujours la même histoire. Et on a donc une nouvelle roadmap qui est plus diversifiée peut-être, qui est aussi, que je trouve assez illisible. Je ne comprends plus trop quelle est on ne voit plus quelle est la route, mais qui maintient toujours cette référence indéboulonnable à la loi de Moore. Même si c'est en 10 ans, ça ne marche plus, on atteint des murs, etc. Mais c'est pas grave, on va recréer des nouveaux systèmes qui font que ça va marcher un peu de la même manière. Donc c'est toujours, même si on dit la loi de Moore est morte, on dit toujours il faut la ressusciter. On dit ça marche plus, oui, mais on fait un nouveau truc, un nouveau bidule nano qui marche. Et dans quel but? Dans le but de continuer sur le modèle de la loi de Moore. Donc le mot de la fin, l'industrie n'arrive pas à enterrer la loi de Moore, n'arrive pas à tourner la page, elle s'est rendue prisonnière de la loi de Moore, puisque le coût d'opportunité, je crois, d'un changement de système, d'un changement de modèle est trop élevé. Et il y a quelque chose comme une innovation forcée, c'est-à-dire que suivre la loi de Moore, ça ne garantit plus à un État ou à une entreprise un leadership économique, mais ça répond seulement à la nécessité de rester dans la course, de ne pas lâcher, de retenir toujours le présent. Donc aujourd'hui, la loi de Moore, je dirais que c'est une anticipation dégonflée, c'est un mort-vivant, et c'est une loi posthume qui ne décrit plus la réalité qu'elle est censée performer. Ce qui explique aussi sa rétrospection, qui est assez récente, dans un passé qu'elle cherche à perpétuer. La loi de Moore, finalement, ne fait que mourir et se survivre. Elle se définit par l'anticipation de sa fin et par le contournement, par l'évitement de sa fin.
Et c'est aussi comme ça qu'on peut interpréter la fameuse formule de Moore, no exponential is forever, but we can delay forever. La loi de Moore n'a jamais été autant citée qu'aux époques où on évoquait sa fin probable. Elle n'a jamais cessé de se définir par rapport à cette fin avec laquelle on n'a jamais fini d'en finir. Je vous remercie. Alors, en apparence, donc je vais parler un peu le vocabulaire de l'épistémologie. En apparence, il y a un aspect très inductif dans la loi de Moore qui, en fait, ne tient pas une seconde quand on remet un petit peu ces énonciations dans leur contexte. Donc, l'aspect épistémologie inductive ne marche pas. Disons que c'est un instrument rhétorique pour en parler avec une apparence de fausse modestie, mais je crois que ce n'est pas épistémologiquement robuste, indépendamment de la question de savoir si l'induction c'est bien ou si c'est pas bien. Est-ce que c'est testable à la Popper ? J'en doute. Donc la loi de Moore l'énoncé de la loi de Moore ne respecterait pas les critères de scientificité poppériens. Est-ce que je ne sais pas, je vais pas tous les faire. Mais c'est difficile de répondre à cette question parce que bon, il y a un peu de science, mais faire de la philosophie des sciences ne suffit pas à épuiser le sujet. Il faut faire de l'épistémologie, disons des sciences ne suffit pas. Il faudrait faire un peu d'épistémologie de l'économie. Mélanger ça, mais je suis pas et bien sûr de la technologie, enfin de l'épistémologie des techniques. Par exemple, on pourrait se dire, ça ressemble un peu aux tendances techniques chez Leroi-Gourhan. Je me dirige vers toi. Je pense que c'est très superficiel en fait, que ça n'a pas la même vocation. Chez Leroi-Gourhan, ça avait une vocation classificatrice et pour produire de l'intelligibilité, produire des connaissances technologiques. Et puis il y avait un aspect aussi de construction assumée de la tendance technique. Le fait, lui, il est factuel, il est assorti de données, de datation, etc., de géographique, stratigraphique, tout ça. La tendance, c'est une construction assumée du théoricien. Là, on n'a pas non plus cet aspect. Donc voilà, en définitive, elle mélange tellement les registres, la loi de Moore, que je ne suis pas sûr qu'on puisse dire qu'il y aurait une épistémologie qui nous dirait ce que c'est en vrai la loi de Moore. Oui. Oh pardon, j'ai utilisé paradigme un peu n'importe comment. En fait, les ingénieurs l'utilisent souvent n'importe comment. Bon, chez Kuhn, c'est un concept assez spécifique. Et voilà, quand on change de la conception des transistors, on dit c'est un nouveau paradigme. Donc je ne veux pas surdéterminer ce terme. Excusez-moi. Changement de société. Ah oui. Ah oui. Je pense que c'est assez clair. On va dire, il y a un aspect, les années 60, naissance de la société de consommation, des marchés gigantesques qui se créent, qui sont alimentés par des désirs artificiels, c'est-à-dire c'est une offre qui crée la demande, 30 glorieuses, et puis la loi de Moore, quand on explique ce que c'est à travers la première formulation, c'est un schéma et en même temps c'est une conception sociale du progrès qui est férocement productiviste. C'est vraiment le productivisme. Tandis qu'après, après 75 et puis dans les années du postmodernisme, c'est quelque chose de beaucoup plus, je dirais, c'est une conception. La société a changé, vous le savez, mais aussi c'est une conception du progrès qui perd un peu sa substance, que moi je dirais même un peu vide, un peu nihiliste, c'est-à-dire progrès technique, technologique, c'est juste un aspect du progrès, mais c'est plus très important. Progrès économique, c'est pas clair que ça génère toujours de la croissance, ou même ou simplement on tient à la croissance. C'est un des fleurons technologiques d'une technologie qui est censée faire de la croissance endogène, la loi de Moore, mais en même temps,
on fait de la croissance juste parce que si on lâche un peu la bride, on coule. Donc, modèle un peu nihiliste, c'est ce que traduit, à mon avis, la pure forme absurde de l'exponentielle, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de contenu vraiment du progrès. Un contenu qui serait technique, économique ou même social, ou qui serait référé à des valeurs. Ça fait un peu vieux grincheux de dire ça, mais une perte de sens, une idée du progrès qui est maintenue malgré la perte de sens de l'idée de progrès. Voilà. Et moi, je pense que toute idée de progrès n'est pas à jeter. Et que peut-être aujourd'hui, justement, passer à autre chose dans l'innovation en électronique, passer à quelque chose qui ne serait plus la loi de Moore, hériter de la loi de Moore, peut-être, c'est reconnaître que c'était quelque chose quand même de très fort, mais en même temps que c'est fini. Eh bien, ce serait peut-être, ça serait peut-être refonder une idée de progrès, mais disons un autre imaginaire économique, une autre manière de faire profit de la matière, parce que c'est ça vraiment la loi de Moore, c'est comment faire sortir toute une économie de cristaux de silicium. Ah oui, ça je connais un peu, oui. Alors donc sur le papier ça marche très bien. Donc il y a des théories qui sont sérieuses et qui sont des modèles théoriques de computation. C'est une sorte de nouvelle théorie de l'information. Peut-être vous connaissez mieux que moi en fait. Ensuite pour vraiment faire des composants, ce que je connais, il y a deux filières, on va dire. Il y a les atomes froids. Vous faites des gaz quantiques. C'est-à-dire des atomes, prenez des atomes, il faut un peu je crois que ce soit des gaz rares ou des trucs comme ça, et vous les mettez en lévitation dans des grilles de laser qui les refroidissent en fait, parce qu'avec les interactions lumière-matière, on peut refroidir les atomes. Et si vous isolez un atome et que vous le refroidissez, vous ralentissez ce processus physique. Donc tout ce qui est quantique s'exprime mieux. Et donc on peut faire des petits calculs. Mais c'est pas du tout un petit machin, c'est en fait des montages de photos, de photonique avec des lasers dans un labo. Et puis en fait, ça marche une demi-seconde, ce qui est super long pour eux, c'est génial. Et puis ensuite, les atomes, ils repartent dans la nature. Donc on sait pas faire un ordinateur avec ça. Et puis l'autre filière possible, c'est en physique et en chimie du solide, dans du diamant. On implante des défauts très spécifiques qui s'appellent des vacances de trous nitrogène et de trous d'azote. C'est nitrogène vacancy, je sais plus. Bon bref, c'est des petits défauts qui font qu'il y a comme des atomes artificiels dans un cristal de diamant. Et on peut faire joujou avec le magnétisme, avec le spin et la lumière. Et donc là, on peut faire de l'électronique quantique avec ça. Mais c'est pareil, l'ordinateur qui fonctionne au diamant, je ne suis pas sûr qu'on sache à quoi il ressemble. Quoiqu'il y a eu une annonce récemment de, je ne sais plus, IBM ou Intel, c'est Intel IBM, ouais. Peut-être IBM va refaire des ordinateurs parce que Intel a gagné face à IBM le marché des ordinateurs personnels dans les années 90 et IBM s'est complètement planté. Voilà. Mais moi, je me méfie de toutes ces annonces, mais j'aime bien des fois, c'est intéressant de savoir ce que c'est vraiment, mais c'est pas facile de retrouver l'info, la publication un peu scientifique pour. Puis faut pouvoir la comprendre aussi, mais bon, bref. Oui, apparemment c'est phénoménal. Ouais. Sur le papier, c'est phénoménal, mais il faut arriver à faire un ordinateur qui fonctionne plus d'une seconde. Oui, oui. Pour l'instant, ça fait juste peut-être une fonction logique ou NOR, etc. Mais c'est tout. Obsolescence programmée. Et pourquoi une tentative de réhabilitation de la loi de Moore? Oui, j'ai peut-être été très vite sur ce point. En fait, ce modèle ce modèle d'innovation avec le schéma mental très particulier du temps qu'il produit, cet imaginaire temporel qu'il produit,
avec ses paliers, etc., ses échelles. C'est un temps dans lequel, quand on avance d'un cran, tout ce qu'il y avait avant, c'est obsolète. Alors, ça ne veut pas dire que les ordinateurs sont construits pour dysfonctionner, pour claquer au bout de 2 ans. Enfin, avant, ils avaient quand même une durée de vie très courte et ça s'est beaucoup amélioré. Donc je ne suis pas sûr qu'on puisse parler d'obsolescence programmée au sens assez caricatural où ça a été popularisé, c'est-à-dire on produit des objets de consommation qui sont faits pour casser après une durée d'utilisation prévue par le constructeur. Ça a existé pour certains trucs. On sait que pour les bains en nylon, c'était vrai. Mais je ne suis pas sûr que ce soit ça en informatique. C'est juste que ce modèle, ce business model de la loi de Moore, il planifie d'un même geste l'innovation et l'obsolescence. Le lien entre la loi de Moore et le transhumanisme, il est fait, disons, surtout par les transhumanistes. Pour eux, c'est juste un exemple qui illustre de manière absolument éclatante, évidente, la loi d'accélération de la vitesse du progrès technologique. C'est pas seulement l'accélération des techniques, mais c'est l'accélération de l'innovation. Voilà. Donc typiquement, ils disent voilà, il y avait la révolution néolithique, et puis après il y a eu la révolution thermo-industrielle. C'est écoulé, je ne sais plus combien de milliers d'années, je n'ai pas les dates en tête. Et puis ensuite, très vite, il y a une nouvelle révolution, je sais pas, électro-nucléaire. Et puis après, il y a l'électronique. Et donc, ça s'accélère. Et en fait, la loi de Moore, c'est juste quand on zoome dans les processus, pour eux, ça montre cette accélération du progrès qui mène à la singularité. Je ne sais pas ce que c'est que la singularité. Enfin, on est censé fusionner avec les intelligences artificielles. Bon. Donc c'est un usage idéologique vraiment de la loi de Moore. Ouais. Sur la version 65, il y a une liaison entre modèle économique et planification technologique. Ouais. Tu nous dis que ça tombe dans les années 80, c'est plus cette vieille liaison par les paliers d'intégration. Mais du coup, qu'est-ce qui soutient en termes économiques, qu'est-ce que ce serait la partie économique de la progression technologique que donne la loi de Moore? Et une des propositions que je faisais, c'est de dire est-ce que le volet finalement économique de la loi de Moore à partir des années 80, c'est pas de dire le nombre d'entreprises dans le milieu des semi-conducteurs est divisé par je ne sais combien Oui, c'est ça. Enfin, c'est vraiment la conquête, des marchés. Déjà, vraiment, quand même, la diffusion dans les années 80, c'est même 90 aussi. Il y a cette diffusion phénoménale des puces, pas que dans les ordinateurs, mais partout, dans plein de secteurs qu'on n'avait pas besoin et qui deviennent dépendantes des fondeurs. C'est un peu les semi-conducteurs sont un peu au numérique ce que, disons, les pétroliers sont au transport, je sais pas, par exemple. Donc il y a cet aspect extension des marchés. Donc là, il y a un effet d'échelle, mais au sens où ça s'élargit, qui fait qu'il y a des rentes. Et puis ensuite, oui, en gros, à chaque palier, en fait, une partie des concurrents tombe. Et donc, effectivement, il y a de plus en plus, ceux qui s'en sortent ont de plus en plus un monopole. Et en même temps, ils disent qu'ils doivent l'avoir parce que ça coûte tellement cher d'investir dans les nouveaux procédés de fabrication qu'ils sont obligés d'écouler toujours plus de puces. Donc voilà le modèle économique, je pense. Petite annonce, c'est un hasard, mais il se trouve que cet après-midi, sur France Culture, il y a l'émission de science, La méthode scientifique, je crois que c'est 17h, mais comme vous serez à Fiteco, vous l'écouterez en 16h, vous l'écouterez peut-être en podcast, qui est consacrée à la loi de Moore.
C'est vraiment un hasard, hein, je ne savais pas. Et donc, ce serait peut-être, je ne sais pas, intéressant pour vous, si ça vous intéresse, peut-être je ne sais pas qui est invité, je ne connais pas, mais de comparer, de voir est-ce que vous entendez différemment le discours ou voilà. Et puis n'hésitez pas à m'écrire si ça vous intéresse d'en discuter, ou parce que je l'écouterai aussi du coup. Bon, voilà.